Donc, merci d'être ici ce soir au Centre Frédéric Bach. Donc, je me présente, je m'appelle Estelle Richard, je travaille aux Amis de la Terre de Québec, l'organisme qui tient la soirée, qui est derrière l'organisation de cette soirée. Vous êtes ici donc dans la salle Michel Jourdan. Pour les personnes qui ne connaissent pas Michel Jourdan, c'est un des membres fondateurs des Amis de la Terre de Québec. Il y a de ça 40 ans. Donc, cette année, vous l'avez peut-être compris à travers nos autres activités ou grâce à notre super roll-up en bon français, on fête nos 40 ans. Toute l'année, on organise des activités particulières en lien avec cet événement. Puis ce soir, le panel se tient donc dans ce cadre-là. Le Centre Frédéric Bach, on est aussi un des membres fondateurs du Centre, donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté puis de gratitude qu'on vous reçoit ce soir. Parmi vous, il y a des gens qui s'impliquent aux Amis de la Terre depuis quelques années, d'autres depuis peu, puis on tient vraiment à vous remercier parce que sans l'implication bénévole, les Amis de la Terre, on serait plus là aujourd'hui. Notre mission, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est de favoriser la transition vers une société écologiste, donc tout simplement. On s'attelle à ça à travers différents dossiers, dont nos 3 principaux dossiers qui sont au sujet du panel de ce soir. La réduction des déchets, donc le zéro déchet, l'agriculture et l'alimentation, et la question de la qualité de l'eau et de l'énergie. On travaille beaucoup en éducation populaire autonome. On est un organisme en défense collective des droits. Donc, faire des soirées comme ce soir fait partie de notre mission. On en organise régulièrement sur différents thèmes. Comme je le disais, cette année, vu que c'est notre 40 ans, c'est des thèmes plus en lien donc, avec l'histoire, le futur, des grandes luttes que nous avons menées. Donc voilà, on a une programmation assez remplie, en particulier ce printemps. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire à l'entrée, vous pourriez le faire en sortant à notre infolettre qu'on envoie toutes les 2 semaines avec les activités à venir. On a une programmation version papier aussi là, que vous pouvez prendre en sortant. Facebook, Twitter, site web, etc. On est présent sur toutes ces plateformes. Avant de passer la parole à notre animatrice officielle, je vais vous expliquer brièvement en fait le déroulement de la soirée. Donc, comme vous l'avez vu, là, nous avons 3 panélistes et une animatrice. En fait, l'idée, c'est que les 3 panélistes ont chacun un thème sur lesquels ils vont élaborer. On leur a demandé de se préparer selon quelques grandes lignes, donc des victoires, des défaites de l'histoire du mouvement écologiste et aussi les nœuds et les perspectives futures. Il va y avoir à la fin une période d'échange et de questions. Donc, on vous reviendra à la fin là, pour vous expliquer un peu comment se déroulera la période de questions. Mais pendant la présentation des panélistes, on vous demanderait de ne pas interrompre nos invités. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Maintenant, je vais vous présenter Maude, qui va par la suite prendre l'animation. Mais je vais juste prendre ton petit papier pour te présenter correctement. Donc, Maude, en fait, aux Amis de la Terre, on la connaît depuis très longtemps. C'est une alliée de longue date, entre autres grâce à son implication au Réseau québécois des groupes écologistes, le RQGE, dont elle a été présidente pendant plusieurs années. Donc, Maude Prudhomme est une militante écologiste depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est actuellement déléguée à la transition au sein du Réseau québécois des groupes écologistes et elle collabore aussi au Front commun pour la transition énergétique. Maude est venue de Carleton, en Gaspésie, pour nous ce soir, donc on la remercie beaucoup de toute la route. Donc, ça fait le tour pour mon allocution pour tout de suite. Je vous reviendrai un petit peu plus tard. Je suis aussi la gardienne du temps, donc ça se peut que vous me voyez faire des petits gestes. Là, c'est que je fais passer des messages aux gens de devant. Donc, je laisse la parole à Maude, puis qui, elle, vous présentera nos panélistes et animera le reste de la soirée. Merci. Merci beaucoup. Je suis très, très honorée d'être ici ce soir avec vous. Chaque fois que je viens ici, je suis impressionnée par la qualité des interventions, la participation de toutes les personnes qui sont ici. Je vous en remercie. Je remercie les Amis de la Terre, dont je ferai l'éloge plus tard. Sur ce, comme je sais qu'il y a une gardienne du temps, je vais passer à la présentation des panélistes que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir. Roméo Bouchard, vous le connaissez peut-être, est un agriculteur biologique à temps plein. C'est pas mentionné, mais pendant 20 ans à Saint-Germain de Kamouraska, cofondateur de l'Union paysanne et auteur de nombreux ouvrages sur l'agriculture, les régions et la démocratie.
Amélie Côté, de Zéro Déchet, spécialiste en gestion des matières résiduelles. Elle œuvre dans le domaine depuis plus de 10 ans. Convaincue de l'importance de diffuser des informations positives sur le sujet, elle présente différents enjeux d'actualité sur son blog, très joliment nommé, Bric à Bac. Ensuite, ici, nous avons Christian Simard, qui a le vaste mandat de l'eau et de l'énergie ce soir. Directeur général de Nature Québec depuis 2007, mais qui œuvre dans ces dossiers depuis moultes années, et est à ce titre à l'origine et au cœur de différentes campagnes et coalitions. Il a aussi été député fédéral de Beauport-Limoilou, adjoint du président de la Fondation de la Faune du Québec et directeur général de l'Union québécoise pour la conservation de la nature. Ceci dit, il y a des mandats très difficiles qui ont été demandés à nos panélistes ce soir. On leur a demandé d'être concis, comme nous vous demanderons d'être concis et concises plus tard, et nous leur avons donné quelques devoirs. Ils sont contraints à 25 minutes? 20. Imaginez, pour 40 ans d'histoire. Donc, nous aurons la générosité de leur offrir de faire quelques raccourcis, peut-être. Et commencerons par Roméo Bouchard, Amélie, puis Christian. Dans l'ordre, j'essaierai de faire quelques liens et je suis confiante que vous en ferez aussi lors de la période de questions et d'interventions à la fin. Sur ce, je vous passe la parole et le micro, M. Bouchard. Bonsoir tout le monde. J'arrive de 3 jours de promotion pour le livre qui paraît aujourd'hui dans la librairie. Alors, je suis chauffé à blanc. Je vais essayer de me contrôler et de me concentrer pour répondre aux questions qu'on nous a posées. C'est sûr que 40 ans là, de travail, de lutte, même si c'est juste dans un secteur comme l'agriculture, c'est beaucoup. Ça veut dire que ça commence en 1978. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais arrivé sur ma ferme et que je commençais en agriculture biologique, mais il n'y avait même pas de certification à l'époque, ça n'existait pas encore. C'était le MAB encore, qui était tout neuf, tout récent. Et donc, quand je me suis dit, wow, il s'en est passé quand même des choses depuis ce temps-là, je réponds à la première question qui est les grandes victoires. Les grandes victoires en agriculture écologique, disons qu'elles ne sont pas nombreuses. C'est un des secteurs où les victoires sont les plus rares et c'est même une des raisons pour lesquelles je suis ressorti pour écrire de nouveau sur le monopole syndical en agriculture, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Malgré tout ce qu'on a fait, il n'y a rien qui a changé. Mais quand même, on peut dire qu'il y a des choses qui ont changé. Et depuis 1978, notamment le bio, qui commençait à l'époque à développer toutes les structures pour la garantie, pour la certification, la garantie de l'appellation. C'était un long travail de mise en place de tous ces organismes-là. De sorte que la structure, l'institution du bio est assez à point au Québec. C'est juste qu'on ne s'en sert pas. Les gouvernements ne la soutiennent pas. Alors, ça tourne un peu en rond. Et depuis 10 ans, on peut dire que c'est presque plafonné, même à ce niveau-là. Ça tourne autour de 1000, 1200, 1400 productions certifiées, mais ça fait même pas 2% de la production agricole qui est bio, etc. Mais quand même, on a tout ce qu'il faut en bio pour aller de l'avant. Ça s'est mis en place progressivement, ces choses-là. À l'époque, l'Union de la conservation de la nature et après la Nature Québec, où est Christian aujourd'hui, était très actif au niveau des dossiers agricoles. J'ai beaucoup appris d'eux, moi, personnellement.
les OGM, et quand est arrivée la question des porcheries dans les années 90, tous ces mouvements-là nous ont aidé beaucoup, les groupes de citoyens, les comités de citoyens, parce que ça a été une des grandes luttes, la question des porcheries. Parce que le modèle de porcherie avec lequel on débarquait dans les campagnes, c'était réellement une révolution dans un mode de production. On introduisait les gros élevages intensifs hors sol, donc qui posaient des problèmes majeurs en termes de disposition de lisier, de quantité énorme de lisier, parce qu'on avait 2000, 5000, 8000 cochons par année dans un même endroit. C'est évident qu'il n'y avait pas de terre alentour pour ramasser tout ça. Là. C'est comme des fermes de 1400 vaches qu'on est en train de construire. Là. Ça va faire un méchant tas de fumier, ça. Et, c'est de la gestion liquide. Ouais. Alors, c'était un très gros débat, les porcheries, et pas un débat futile juste pour que ça sentait mauvais. On arrivait avec, dans le fond, 1500 unités animales. Autant qu'une porcherie moyenne à l'époque, c'était autant qu'une vacherie de 1400 vaches. En termes d'unités animales. On débarquait avec ça dans un rang, dans un village, et puis il fallait, et tout le monde était confronté à ça. C'était l'équivalent de 15 fermes moyennes, 15 fermes laitières moyennes, et ça employait une personne. Fait que c'était grave. On a fait quelques victoires avec ça quand même. On a civilisé un peu cette patente-là. On a obtenu un BAP sur l'industrie porcine, on a obtenu un moratoire, on a obtenu des modifications aux règles environnementales. Il y a eu des PAF, on a installé les PAF, la norme phosphore, les territoires en surplus de phosphore, et là, l'UPA crie pour qu'on lève le moratoire sur les territoires en surplus de phosphore, comme si le phosphore s'était volatilisé tout d'un coup, tu sais. Alors, il y a eu quelques victoires de ce côté-là. C'est peut-être ce qu'il y a eu de mieux dans les choses, en tout cas, où moi, j'ai mis de l'énergie. Et, bon, l'Union paysanne est un peu née de ça aussi, et dans les premières années, l'Union paysanne a fait quand même une prise de conscience très importante au niveau de la population en général et a amené un discours politique sur l'agriculture. Ce qui est très important parce que la question est politique et qu'on a beau faire beaucoup de poésie sur la nouvelle agriculture, si les politiques agricoles ne changent pas, la nouvelle agriculture, elle reste marginale, on le voit d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Alors, l'Union paysanne, je considère que c'était quand même un élément positif qui est sorti. Et puis, on a aussi, l'Union paysanne a conduit en partie, je pense, à la commission Pronovo, qui était une grande chose, une grande consultation, une des plus importantes au Québec, où les citoyens sont impliqués le plus, et où on a eu un rapport d'une qualité exceptionnelle, modéré, efficace, applicable, opérationnel, tout ce qu'on voudra. Vous comprendrez que dans la prochaine, là, les grandes défaites, là, il va y avoir le rapport Pronovo aussi. Bon, dans les positifs, disons, les petites fermes se sont multipliées. Et actuellement, c'est un foisonnement, là, en tout cas, de tentatives de création de petites entreprises, surtout avec ce qu'a initié Jean-Martin Fortier. Avec le jardinier maraîcher, c'est un modèle qui fascine beaucoup les gens et qui est effectivement extrêmement intéressant, extrêmement futuriste, très efficace. Alors, ça n'enlève pas le fait que ça reste marginal, là, très marginal sur la totalité. L'agriculture urbaine aussi, je considère que c'est peut-être un des éléments les plus prometteurs. Très important, et c'est déjà plus des petits jardins communautaires, là, c'est des grosses productions qui font le commerce carrément. Assez que l'UPA et la Coop fédérée ont décidé de s'y intéresser. Là.
collaborer pour voir quel rôle ils peuvent jouer, surtout sans doute pour aller chercher la cotisation. Parce que je savais bien que l'UPA allait finir par s'intéresser à l'agriculture urbaine. Des jeunes, beaucoup de jeunes, donc la demande des consommateurs aussi est beaucoup plus ouverte sur ces questions-là. La prise de conscience des liens entre l'alimentation et la santé, c'est toutes des choses qui ont progressé indubitablement. Mais bon, au niveau des défaites, la défaite majeure pour moi, c'est le tablettage systématique du rapport Pronovo. Et encore il y a 2 semaines, dans un supplément du devoir sur l'alimentation, le président Groslot a dit « Nous avons été contre les recommandations du rapport Pronovo, particulièrement sur l'ASRA, sur la mise en marché collective, sur les quotas, sur le zonage agricole, sur la monopole de représentation, ce qui sont les 4 piliers fondamentaux. Et on est toujours contre, parce qu'on considère toujours que c'est des mauvaises idées. » Alors ça en dit extrêmement long. Et ce que ça en dit d'autant plus long que moi, ma conviction profonde, c'est l'objet du livre que je publie, c'est que le monopole syndical, c'est pas une affaire qui concerne uniquement les agriculteurs, c'est un problème national. L'agriculture, l'occupation du territoire, l'environnement de tout le territoire habité, à 95% par les terres des agriculteurs, c'est quelque chose de très, très important. Et actuellement, le monopole syndical et le monopole sur la mise en marché des produits agricoles, 85% des produits agricoles passent par les mains des plans conjoints gérés par les syndicats de l'UPA, fait en sorte que l'UPA a pris un pouvoir énorme, un contrôle très grand sur tout le secteur agricole, de sorte que c'est devenu un verrou. Ça étouffe tout autre modèle, ça étouffe tout ce que les jeunes essayent de faire, ça étouffe la transition écologique qui est urgente en agriculture. C'est devenu un verrou sur la diversification de l'agriculture. Alors à ce moment-là, il faut vraiment s'en occuper et il faut que le grand public... Oui, faut vraiment que le grand public s'en mêle parce que nous autres, on a tout fait, on a fait toutes les batailles et il n'y a rien qui change. Bon, ça, c'est le gros point. Les défis, le défi, c'est le blocage, comme je dis. Il faut trouver moyen de débloquer le changement en agriculture, la diversification de l'agriculture et la transition écologique en agriculture. On est passé, là, en 30 ans, de 80% d'autosuffisance alimentaire au Québec à 30%, pratiquement. Alors, ça veut dire qu'on recule sérieusement. Là. On perd totalement, on est dépossédé complètement de notre agriculture, particulièrement en région actuellement. Alors ça, c'est un recul, c'est pas non seulement c'est une défaite, mais c'est des reculs énormes en ce moment qui sont là. Et l'espoir, mon Dieu, je pense qu'il faut qu'il y ait une augmentation sérieuse de la pression du grand public auprès des politiciens pour faire évoluer les politiques agricoles. Tu sais, le financement agricole, actuellement, c'est l'ASRA, c'est donné selon le volume de production. Plus tu produis, plus tu en reçois. Puis si t'es petit, t'as même pas accès. T'es en bas du plancher. Donc ça, c'est clair que ça ne favorise pas la diversification puis l'agriculture de proximité, puis etc. La mise en marché collective avec les quotas, ça coûte une fortune. Il y a rien que les gros qui sont capables d'en acheter. Donc ça concentre toute la production, encore une fois, vers le haut, vers les fermes à 1000 vaches, vers les poulaillers à 200 000 poules, et ainsi de suite. Donc, puis le hors-quota, ils veulent pas l'ouvrir. Ils veulent pas ouvrir de hors-quota pour la production de niche, pour la production domestique, la production de proximité. Alors, tous ceux qui veulent faire ça se frappent à un mur.
Le zonage agricole, c'est fait pour les gros aussi. Si tu veux faire une ferme de 15 arpents, parce que du maraîcher, on n'a pas besoin de temps, là, ben, les magiciens comme Jean-Martin ou Anfield, ils ont 1 hectare, même pas 1 hectare, et ça marche. Ben, tu peux pas morceler une ferme pour avoir ce morceau-là. Puis si tu l'as, si tu arrives à le trouver, tu peux pas te construire. Parce que c'est trop petit, puis on croit même pas que tu peux vivre avec ça. Et donc, c'est bloqué aussi de ce côté-là. Et puis la représentation, le monopole de la représentation, ben c'est clair aussi. T'sais. Il y a une seule association qui a le droit de parler officiellement au nom des agriculteurs. Alors quand moi je suis Jean-Martin Fortier, par exemple, j'entends Overbeck, le président des céréaliers, qui dit les néonicotinoïdes, on a besoin de ça, puis c'est une question de compétence. Il doit aimer ça, être représenté par l'UPA. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est clair qu'il y a des réseaux d'agriculture différents qui doivent être représentés équitablement. Et puis, ça ne veut pas dire affaiblir le syndicalisme. Tout le monde. Toutes les propositions qui ont été faites sont à l'effet que les agriculteurs continuent à être obligés d'adhérer à un syndicat, de cotiser à un syndicat, mais qu'ils aient le choix entre un syndicat qui est plus adapté à leurs propres besoins. Donc, ça ne détruit pas la force syndicale en agriculture, ça fait simplement la rendre plus adaptée aux conditions actuelles et surtout aux conditions qu'on doit avoir besoin pour faire l'agriculture de demain, parce que le modèle en place, là, qu'on favorise, il s'en va direct sur un mur, ça serait un autre chapitre qu'on pourrait utiliser. Alors voilà, c'est en gros quelques idées rapides sur le sujet, mais c'est clair que c'est rapide. Hein? Mais il vous reste 5 minutes, M. Bouchard, si vous voulez. Non, on prendra dans les questions. OK, vous avez un crédit. Merci beaucoup, M. Bouchard. Vaste sujet, je suis sûre que ça vous a vous-même stimulé plein de relations avec les déchets. Il en a été question, fait que sur ça, je vais tout de suite passer la parole à Annie Côté. Merci. Donc, c'est ça. La première politique de gestion des matières résiduelles, ça remonte à 1998. Donc, on me demandait de regarder 40 ans en arrière, évidemment. Je n'étais pas née il y a 40 ans. J'ai donc fait quelques recherches pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Mais je pense que ce qui rejoint un petit peu ce que M. Bouchard disait, c'est que les victoires, finalement, sont généralement initiées par des citoyens et des citoyennes. Donc, sans ça, il n'y aurait pas eu d'avancement dans les dossiers en gestion des matières résiduelles au Québec. Et un des exemples que je voulais vous présenter, parce qu'il y en a plusieurs, c'est celui du Estrie Enviropole, qui était donc à Asbestos, un lieu d'enfouissement qui allait être ouvert, qui allait avoir une capacité de 600 à 800 000 tonnes par année de déchets, ce qui est donc énorme. L'objectif, c'était finalement que les déchets soient transportés jusqu'à cet endroit-là, et ça devenait un enjeu parce que ça créait de l'emploi, alors qu'en parallèle, la mine avait fermé, donc il y avait moins d'emplois dans le coin d'Asbestos. Et il y a eu vraiment une mobilisation du côté des organismes environnementaux, dont les Amis de la Terre de la MRC des Sources, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets et des groupes citoyens également. Donc, au début, en 2007, la majorité des citoyens et citoyennes étaient en faveur, finalement, de l'implantation de ce site-là. Et à force de mobilisation, l'opinion publique a changé de côté. Et il y a eu une pétition qui a été déposée en 2009. 58% des électeurs d'Asbestos et de Danville étaient en faveur de limiter la capacité du lieu d'enfouissement à 50 000 tonnes, donc très loin du 600 à 800 000 tonnes espéré finalement par le promoteur. Et les élections municipales ont permis l'arrivée à la mairie d'un candidat qui était donc en défaveur du lieu d'enfouissement avec le modèle actuel, et ça a fait en sorte que finalement, au bout du compte, en 2012, le projet a été abandonné. Donc c'est vraiment un travail qui a pris plusieurs années et qui a porté fruit.
Il y a également plusieurs lois et réglementations qui ont été influencées par les revendications des organismes environnementaux, entre autres le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Donc, dans la loi sur la qualité de l'environnement, grâce à du travail de fond qui a été réalisé aussi pour justifier la pertinence de ça, on a intégré l'obligation pour les exploitants de lieux d'enfouissement technique de mettre sur pied un comité de vigilance. Et ça se retrouve également dans le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Et donc, entre autres, sur ce comité-là, il doit y avoir un représentant des citoyens de l'entourage du lieu d'enfouissement. Un représentant ou une représentante de groupes ou d'organismes locaux voués à la protection de l'environnement et d'un autre organisme aussi susceptible d'être affecté par le lieu d'enfouissement. Donc ça fait en sorte qu'entre autres, il y a quelqu'un des Amis de la Terre qui peut siéger sur le comité de vigilance de l'incinérateur de Québec et donc il y a une représentation et un suivi qui peut être fait. Donc, évidemment, ça ne fait pas en sorte qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'incinération. Ça, c'est autre chose. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais il y a quand même des bonnes mesures, de meilleures mesures de contrôle au Québec dans les lieux d'enfouissement que ce qu'il y avait au départ, entre autres pour toute la captation des gaz du Vixivia. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pertinent parce que c'est... Finalement, les déchets, ça représente 7,2 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec, selon le plus récent inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le travail qui est fait au niveau des lieux d'enfouissement est en ce sens pertinent. La grande défaite que moi j'ai constatée, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à changer nos modes de consommation et de production à ce jour. Donc, c'est bien beau... recycler, récupérer, composter, mais le problème et l'enjeu est beaucoup plus profond que ça. Donc, un des exemples qu'on prend souvent, c'est l'atteinte du jour du dépassement, qui est de plus en plus devancée d'année en année. Donc, le jour du dépassement, c'est la date à laquelle on a consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la Terre pouvait produire en un an. Et en 1970, le jour du dépassement, il était le 23 décembre, et en 2017, il était le 2. Ce qui fait en sorte que probablement qu'en 2018, on va être en juillet au jour du dépassement. Et donc là, on va arriver presque à la moitié de l'année et on va avoir consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. Donc, on n'a pas encore la masse critique de gens pour faire pencher la balance pour qu'il y ait un réel changement vers une transition écologique, mais de plus en plus de gens se mobilisent pour y arriver. Donc moi, je crois qu'il y a quand même une perspective qui est intéressante. Puis entre autres, à Québec, il y a le mouvement Zéro déchet, les Amis de la Terre qui travaillent depuis plusieurs années sur plusieurs dossiers liés à la gestion des matières résiduelles, au gaspillage alimentaire aussi. Quand je regarde, par exemple, même il y a 10 ans, quand on parlait de compostage, les gens étaient beaucoup plus fermés, alors que maintenant, je crois que dans la région de Québec, les gens ont comme hâte d'avoir leur bac de récupération, leur bac brun ou toute autre technologie qui sera retenue par la ville pour gérer les déchets qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y a quand même une évolution, mais c'est ça, on renouvelle trop souvent les biens encore, on ne les répare pas, on achète des choses qui sont pas durables, qui sont produits aussi selon des modes de production qu'on ne cautionnerait pas ici, tant au niveau social, humain qu'environnemental. Et donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire. Si on regarde les leçons à tirer de l'histoire, c'est que les gains généralement se font sur le long terme. Donc, oui, il faut commencer, on veut voir du concret, mais généralement, l'action concertée d'un groupe d'acteurs de la société civile peut porter fruit quand il y a aussi des bons arguments à l'appui. Donc, quand on parle de transition énergétique, c'est certain qu'on est en train de foncer dans un mur si on continue comme on fonctionne en ce moment. Donc, c'est facile, pas facile, mais c'est possible de documenter et de trouver des arguments convaincants pour démontrer ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Donc, c'est aussi d'aller trouver des appuis en dehors des sphères environnementales et c'est de plus en plus possible. Maud, tu mentionnais tout à l'heure la question que de plus en plus de groupes qui sont en dehors des organismes environnementaux qui se questionnent sur la transition énergétique parce qu'évidemment, éventuellement, ça va avoir un impact sur les travailleurs et les travailleuses. Donc, de plus en plus, c'est d'élargir ça. Les médias aussi peuvent avoir un impact. On en parlait tout à l'heure, Estelle, quand... En 2016, on avait travaillé sur une action concertée pour rendre le compostage davantage accessible dans la région de Québec parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on l'attend, ce compostage-là.
Et c'était donc avec Crac Bitume, le Conseil régional de l'environnement, les Amis de la Terre, le comité de vigilance et moi-même. On avait fait des revendications et puis quand Estelle récemment est repassée dans les médias, et bien directement, elle a eu, il y a eu une réaction et donc ça peut avoir un impact quand on voit que il peut y avoir un appui populaire finalement derrière ça. Mais le travail qui a été fait a mené à davantage de financement du compostage communautaire. Donc, généralement, ça peut porter fruit. Puis, c'est ça. Je pense que à retenir, c'est qu'il y a une possibilité d'influencer les décisions au niveau des municipalités, au niveau du gouvernement, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie, évidemment, comme tout militantisme en général. Et il faut quand même trouver le temps de souffler et de se ressourcer. Les défis actuels, il y a beaucoup d'initiatives qui émergent. Et moi, une de mes préoccupations, c'est que les mêmes initiatives émergent plusieurs fois à plusieurs endroits. Et ça, c'est de la perte d'énergie nette parce que finalement, les idées qui vont être construites vont être beaucoup plus fortes si plusieurs personnes y réfléchissent ensemble. Donc, le maillage entre les initiatives est un grand défi. Parce qu'on ne va pas réinventer les choses à chaque fois. Et puis, éventuellement aussi, il y a du financement qui vient avec ça. Et de morceler ça, c'est une perte nette. Et au niveau des matières recyclables, il y a encore... Puis là, je passe même pas la question de la réduction à la source. Il faut comme commencer par ça. Si on parle des 3 RV, je ne reviendrai pas là-dedans. Il y en a probablement 5, si on inclut celui de réparer et de refuser. On en a, oui, c'est ça. Mais au niveau de la gestion des matières recyclables, le taux de récupération au Québec, selon les plus récentes statistiques, était de 54 %, et ça, c'est 25 ans après l'implantation de la collecte sélective dans toutes les municipalités. Dans la région de Québec, on est à 56 %, et pour le plastique, c'est 19 %. Donc, c'est vraiment très, très faible. Et donc, ça revient toujours à ça, je pense, dans tous les domaines. La question de l'éducation, de la sensibilisation est incontournable. En fait, c'est indissociable du succès des différentes initiatives. Là, on est dans, je crois, il y a une opportunité intéressante parce que récemment, la Chine a annoncé qu'elle allait cesser d'importer plusieurs catégories de matières recyclables. Et selon le modèle de plusieurs centres de tri, c'est beaucoup basé sur l'exportation des matières. Donc, près de 60 % des matières recyclables du Québec sont exportées en Asie et principalement en Chine. Et le fait que la Chine ait décidé de refuser ces matières-là, bien évidemment, c'est aussi parce que ces matières étaient de moins bonne qualité. Ça requérait encore une fois davantage de tri dans les conditions, comme pour les conditions de production. Donc, dans quelles conditions humaines, dans quelles conditions environnementales, probablement que ça ne respecte pas les normes dont on s'est doté ici. Donc ça, c'est une belle opportunité pour se dire, bon, ben comment on va gérer maintenant localement nos matières recyclables. Les centres de tri vont devoir trouver d'autres alternatives et ça fait en sorte que ça force finalement d'améliorer la qualité du tri, de peut-être sécuriser plus le marché parce que c'est pas la première fois que ça arrive que la Chine réduit la quantité de matière qu'elle importe. C'était arrivé aussi en 2009 avec l'ancienne crise financière. Donc là, on revit la même situation, mais il n'y aura pas de retour en arrière cette fois-là. Donc on ne pense pas que la Chine va se remettre à acheter des matières recyclables de moins bonne qualité. Donc, les centres de tri sont dans un moment où ils doivent réfléchir à l'avenir. Au niveau de Québec, la société VIA, qui est le centre de tri ici, tire quand même bien son épingle du jeu avec 70 % des matières qui sont vendues au Québec selon les données qui dataient de l'automne dernier. Donc, ça va être un des éléments intéressants sur lesquels se pencher. Mais aussi en parallèle, parce que quand on entend parler de ça, en fait, c'est démobilisant. Et là, il y a encore 30 % de gens au Québec qui ne font même pas de recyclage dans leur quotidien. Et ça vient comme légitimer le fait de ne pas passer à l'action, de voir des nouvelles comme ça, d'avoir des informations selon quoi peut-être que ça ne fonctionne pas, puis tout va aux poubelles. Mais il y a un modèle économique là, derrière les centres de tri. Ils ne feraient pas ça. En fait, c'est un marché, les matières recyclables dans le monde. Donc, encore une fois, ça revient à l'éducation, la sensibilisation. Au niveau des matières organiques, on n'est pas très, très avancé. En 2015, c'était 25 % des matières organiques génériques qui étaient recyclées. Au niveau de la communauté métropolitaine de Québec, on était à 16 % pour le secteur résidentiel. Dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, en fait,
c'est une politique très ambitieuse dont on s'est doté et on visait le bannissement de l'élimination des matières organiques en 2022. Donc, nous sommes en 2018. En 2015, le taux de récupération était de 25% au Québec. On s'entend qu'on n'arrivera pas à 100% d'ici 2022. D'ailleurs, théoriquement, le bois était banni de l'élimination, mais je crois que la réglementation n'a pas encore changé. Donc, probablement que ce ne sera pas le cas. Mais c'est l'enlignement qu'a pris le gouvernement. Ensuite, dans les nouvelles versions de plan de gestion des matières résiduelles de toutes les municipalités, évidemment que cet aspect-là de la gestion des matières organiques devait être intégré. Mais, encore une fois, pour faire le lien avec ici, dans le plan, on prévoyait l'implantation de la collecte des matières organiques partout sur le territoire de la CMQ en 1 an, en 2020. Et donc ça, c'est très, très ambitieux parce que de déposer des bacs, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il parler aux gens pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et c'est un peu dans cette perspective-là qu'on avait travaillé avec des organismes environnementaux pour dire qu'il fallait y aller par étapes, parce que les gens qui sont qualifiés pour venir faire de la sensibilisation, c'est pas supposé d'être juste une job étudiante à des personnes qui... En fait, il faut valoriser ce travail-là d'éducation qui va être réalisé. Donc, c'est à suivre là, ce qui va se passer dans la région pendant les prochaines années. Voilà. Et puis même pour s'assurer du succès de la mise en œuvre des collectes, encore faut-il qu'on collecte suffisamment de matière pour nourrir les bêtes qui vont être construites. Donc les lieux, les centres de compostage et les centres de biométhanisation doivent avoir des volumes suffisants pour y arriver. Si, dans les 5 dernières minutes qu'il me reste, je parle des nœuds sur lesquels travailler, c'est de faire valoir l'importance de sensibiliser et de réduire à la source auprès des paliers gouvernementaux et des donneurs d'ordre. On produit environ 700 kg de déchets par habitant, par personne par année au Québec. Et dans la région de Québec, c'était 893 kg selon le dernier bilan qui avait été réalisé en 2013. Donc, c'est sûr qu'il y a place pour réduction, évidemment. Oui, effectivement. Pour ce qui est de la question de l'incinérateur, là, je vais vous en parler un petit peu, évidemment, parce que c'est un enjeu dans la région. Dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, il était question de revoir, parce que dans la politique, on hiérarchise les 3 RV, donc réduire, réutiliser, recycler et valoriser. Et théoriquement, les municipalités doivent donc prévoir leur plan en fonction de cette hiérarchie-là. Et la valorisation, parce que des gens disent que l'incinération peut être considérée comme une forme de valorisation. Il y a des extrants qui servent à donc produire de l'énergie. Si dans la politique québécoise, il était question de revoir la définition de la valorisation et de définir certains critères. Et là, c'est là que ça peut devenir un enjeu au niveau de l'incinérateur, parce qu'il faut s'assurer, en fait, si le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles est modifié, ce qui risque d'être le cas éventuellement, c'est peut-être d'être vigilant justement sur ce qui va être considéré comme étant de la valorisation. Est-ce que l'incinérateur va devenir finalement être considéré comme un valorisateur en tant que tel, donc tout ce qui rentre à l'incinérateur, comme il y a des extrants en termes d'énergie et tout ça, ça devient directement de la valorisation, ou est-ce que c'est une partie des matières? Donc, quand on s'est assuré, par exemple, d'avoir enlevé toutes les matières organiques, tout ce qui pouvait être potentiellement valorisable, est-ce que c'est juste ce qui est le déchet ultime qui peut être considéré comme étant valorisé par l'incinération? Mais finalement, pour ce qui est de l'incinérateur en tant que tel, ça prend vraiment un engagement politique, je pense, pour arriver à le fermer éventuellement, si c'est la volonté. Puis je pense que c'est la volonté de beaucoup de personnes qui sont probablement dans la salle. Les élections provinciales sont maintenant dans 3 ans et quelques. Et en termes d'espoir, je vois beaucoup d'espoir au niveau du zéro déchet. Il y a énormément de mouvements citoyens qui voient le jour, de belles initiatives. Je prends juste, par exemple, le groupe Facebook Zéro Déchet Ville de Québec. Il y a maintenant presque, je pense, 5000 personnes qui s'échangent des trucs, qui ont identifié plein d'adresses.
donc qui travaillent beaucoup sur la réduction au quotidien, les frigos communautaires aussi, tous les commerces zéro déchet qui ouvrent et qui existaient depuis longtemps quand on pense au crack. Il y a le mouvement aussi de la réparation qui prend beaucoup d'ampleur. C'est intéressant parce que c'est une reprise du pouvoir collectif, puis on renoue avec le savoir-faire en réparant nos objets. On va prolonger concrètement leur durée de vie. À Québec, bon, il y a l'atelier La Patente, mais un peu partout dans le monde aussi, il y a ce qu'on appelle les Repair Cafés, qui sont des événements de réparation. Et quand je regardais les statistiques, en 2016, il y en avait 953 et en 2017, il y en avait 1479 dans le monde. Donc, ça augmente vraiment rapidement. Puis ça, je trouve que c'est très inspirant. Il y a également iFixit, qui est un groupe qui sont des super militants pour s'occuper des téléphones cellulaires. Donc, eux, par exemple, dès qu'un nouveau modèle d'iPhone arrive, ils créent des tournevis pour réussir à dévisser puis à ouvrir. Puis donc, ils analysent les modèles, ils vont noter est-ce que c'est réparable, est-ce que c'est pas réparable. Il y a plein de tutoriels aussi. Donc, il y a plein de gens engagés dans le mouvement de la réparation. Puis pour faire un peu pour conclure là-dessus, dans le fond, tout ce qui a trait à l'obsolescence, il y a des premières poursuites, pas les premières, mais oui, en fait, les premières poursuites en cours en France contre Apple, qui aurait donc qui aurait fait des mises à jour sur tous ces modèles de iPhone au moment de la sortie du nouveau iPhone 8. Donc, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que c'était un stratagème pour que les gens renouvellent et achètent le nouveau modèle de iPhone 8. Et contre Epson aussi et quelques compagnies qui font des imprimantes qui en fait cesseraient d'imprimer, même si les cartouches d'encre contiendraient encore de 20 à 50% d'encre, ce qui est quand même énorme parce que leur modèle économique des imprimeurs, c'est vraiment la vente de cartouches d'encre. Mais derrière ça aussi, il y a plein de nouveaux modèles d'affaires qui émergent. Et je conclurai là-dessus avec deux. Il y a Seb, qui est une compagnie qui fait des électroménagers et qui a décidé de garantir la réparabilité de ses produits pendant 10 ans. Donc, eux, ils vont se dire, on fait des modèles qui sont... Donc, ils vont penser à la manière de concevoir ça aussi pour que ce soit réparable. Et il y a également la laveuse l'increvable qui est garantie pendant maintenant... en fait, ils veulent produire une laveuse qui va au moins durer 50 ans. Donc, plein de nouveaux modèles, de nouvelles initiatives qui s'en viennent au niveau du mouvement zéro déchet. Merci. Ça vous dérange pas, oui, tu peux... J'allais quand même me permettre de faire quelques lignes, mais vu que je t'ai déjà mis devant, je ne vais pas te laisser tout seul comme ça trop longtemps. Je pense qu'il y a déjà des beaux liens qui ont été faits qui mettent en relief un peu l'intention du niveau qu'on essaie d'aller chercher ce soir. Par exemple, dans les liens qu'on peut voir, que je vais soumettre des hypothèses. Là, peut-être que je vais juste faire des hypothèses. Moi, dans ce que j'ai entendu que il y a eu des victoires, et des victoires chèrement gagnées. Des victoires dans lesquelles on peut penser à des gens qui ont vécu toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses dans leur vie, aux gens autour de ces gens-là qu'ils ont supportés à travers ces combats-là, qu'il ne faut pas oublier non plus. Il y a plusieurs de ces victoires-là qui, malheureusement, sont plus des non-défaites que des victoires. Le fait qu'il n'y ait pas eu le mégapôle en Estrie, c'est comme une victoire, mais au bout de ça, on n'a juste pas de pôle de déchets. T'sais, on n'a pas avancé nécessairement, on a évité de reculer. Puis, dans cette posture-là de défensive tout à fait nécessaire, il y a une quantité inimaginable d'intelligence et de cœur qui s'est déployée à éviter le pire. Mais malheureusement, on ne peut pas célébrer à quel point cette intelligence-là a pu s'incarner dans des avancées qui nous changeraient de notre point de départ. Mais ça y est arrivé, et ça y arrive apparemment de plus en plus, à des échelles qui nous énervent un petit peu parce que c'est tellement une bonne idée. C'est tellement une bonne idée. Les gens le font si seulement c'était à une autre échelle. Parce qu'on le voit que ça marche, les prototypes sont là. On voit ça, on voit l'intelligence plus se manifester. Ça j'ai trouvé ça intéressant dans les deux domaines là, qu'on a entendus.
à travers des pratiques collectives, entre autres. On a vu aussi des victoires au niveau des procédures, au niveau de réglementation, d'essayer de contenir que les prochaines mauvaises idées soient au moins plus contenues avant qu'elles nous arrivent, qu'il y ait eu des filtres, qu'on arrive à quelque chose de moins pire avec lequel on pourra s'asseoir autour d'une table. Il y aura une table, nous pourrons y être invités et nous pourrons participer à la discussion. Ce type d'avancée-là a quand même changé la donne des défis qui se sont posés à travers le temps. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi à quel point l'espoir repose beaucoup sur le pouvoir collectif. Et le pouvoir collectif grandissant, qui grandit non seulement en nombre, mais aussi en profondeur, en réflexion dans ses pratiques. C'est ce que j'ai trouvé à date, moi. Puis j'aurais d'autres choses. Je trouve ça tellement stimulant. J'ai trouvé aussi très intéressant comment dans les deux domaines, ça rejoignait déjà l'intervention de Christian, qui a dû trouver ça lui aussi, puis qui va l'expliciter. Entre autres, au niveau des GES, par exemple, de la réduction à la source, de cette idée de la réduction à la source, de l'idée aussi de changer un peu plus de modèle. Tu sais que c'est le modèle de consommation. On est arrivé à des avancées au niveau de la prise de conscience, mais quelque chose au niveau d'un modèle un peu plus global. Puis sur ça, je pense que je vais passer la parole à Christian. Si je comprends bien, c'est une pote qui pourrait pogner. Oui, tout à fait. Okay. Oui, tout à fait. Là, avertissement, warning, bonjour, bonsoir. Bien sûr que 40 ans et même un peu plus, là, pour parler de l'eau et de l'énergie, là, c'est un peu fou. Il y a quelqu'un qui disait que si tu vas une semaine en Afrique, tu peux écrire un article, un an, tu peux écrire un livre, puis si tu restes plus qu'un an, tu peux plus rien écrire. C'est parce que c'est tellement complexe l'Afrique que dès que tu connais un peu ça, tu peux pas, parce que tu peux pas résumer ça. Ben des questions d'eau et d'énergie, là, c'est énorme. Donc je vais être très impressionniste. Ça se peut que j'ai fasse même des erreurs factuelles, pas de fake news, mais juste des fois des dates où je m'excuse parce qu'il y a des spécialistes ou il y a des gens dans la salle qui sans doute en savent plus que moi. Je commencerai peut-être un peu, puis je vais naviguer entre les questions d'eau et d'énergie. Il y avait une militante antinucléaire du temps où, au Québec, on rêvait de faire 30 centrales nucléaires le long du Saint-Laurent. Et il y a une certaine époque, puis à un moment donné, on a voulu faire 12, genre sur Rouen, il n'y a pas si longtemps que ça, là, des centrales au gaz. Le gaz, c'était pas cher. Quand l'électricité, c'est pas mal mieux que du renouvelable, dans le fond, hein, c'est plus vite. Puis c'est beau, il y a une petite flamme bleue qui danse. Et donc, on rêvait de faire ça. Puis il y avait cette militante-là, Solange Vincent, elle avait dit de porteur d'eau à exportateur d'énergie, dans le fond, là, c'est juste une question d'échelle. Dans le fond, on demeure au service d'autres, on demeure à utiliser notre propre énergie pour l'envoyer, souvent en bas du prix qu'elle nous coûte, pour développer d'autres économies. Donc, que ça soit sous forme de lingots d'aluminium ou que ça soit autrement, ou de cochon, qui est envoyé, qu'on subventionne à plusieurs dizaines de dollars la tête à chaque année, parce que l'assurance, pas une assurance, c'est une subvention à l'exportation de cochons et à la pollution des rivières. Donc, on a un modèle au Québec qui nous vient quand même un peu, qui est demeuré colonial. Hein? Il y a eu les Français, les Anglais, et on est toujours un peu là dans une colonie un peu impérialiste où on doit fournir des biens, puis on cherche qu'est-ce qui pourrait se vendre à l'extérieur, puis nous aider à monter une usine pour sauver la région. Puis on ne développe pas toute notre intelligence à essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour ici. C'est pas nécessairement une approche rapetissante ou protectionniste de dire ça. Là. Et d'essayer, par exemple, de cultiver du maïs le plus au nord possible. Est-ce que c'était la bonne idée que ce maïs-là serve à faire du cochon ici bien moins industriel, même s'il est très industriel qu'aux États-Unis, puis au bout du compte, de perdre de l'argent, puis avoir mis énormément de subventions dans un système où il faut absolument envoyer du cochon en Chine. À la limite, on aurait pu en produire du bio sur litière, de très bonne qualité pour nous autres, si on tient à manger de la viande, là. Mais c'est pas les choix qu'on a faits en agriculture, pas en agriculture, mais dans l'eau et dans l'énergie, en agriculture aussi, bien sûr. Mais dans l'eau au Québec, bien, on a laissé aller longtemps. J'ai vu une vieille citation de Lord Durham qui, suite après avoir étouffé les Patriotes en 1867, il dit, bon, les Patriotes, ils avaient peut-être raison sur une affaire, hein?
en dehors de Québec-Montréal, il n'y a aucun fonctionnaire, et Trois-Rivières, il n'y a aucun fonctionnaire qui peut régir l'eau, qui peut régler des conflits, puis administrer. Il y a une carence, c'est un abandon, là. Les gens étaient dans leur fierté. Il y avait des accords sur l'égouttement. Ça, c'est quand tu polluais la terre de ton voisin, tu essayais de dire, je peux-tu polluer ton cours d'eau, là, je ne polluerai pas trop, puis moi là, puis il y avait des accords d'égouttement. Mais ça a pris du temps, ça a été laissé, puis les municipalités après ça sont développées. Mais hey, on parle du milieu du 19e siècle, il n'y avait vraiment pas de structure. Puis on a laissé une pollution s'embarquer là, tellement forte au niveau de l'eau là, que les rivières Yamaska, les rivières Richelieu, c'était les gens s'empoisonnaient à essayer de prendre de l'eau de la rivière parce que ça s'était développé, c'était devenu nauséabond. Puis là, il y a eu des mesures d'urgence de l'État, des tuyaux. Vous savez, il y a eu les lagunes de Ville-Mercier, on en parle encore maintenant. Début des premières industries dans l'est de Montréal, le Shell, tout ça, là. Ben, il n'y avait pas trop d'équipement, ça fait qu'ils payaient des camionneurs, puis ils allaient porter ça dans les lagunes de Ville-Mercier, puis ils dompaient. Puis encore aujourd'hui, là, c'est fou, c'est pas réglé, là. Puis même ce qu'ils ont annoncé, c'est faire une autre usine de pompage. Valcartier, ici, donc, on a laissé aller. Il y a eu des sursauts. Il y a eu un grand programme d'assainissement des eaux, début des années 90, début des années 90, et on a dépensé beaucoup là, pour traiter les eaux municipales. Vraiment, il s'est fait un gros travail, surtout des contaminants classiques. Aujourd'hui, bien, les médicaments, les retardateurs de flamme, les microbilles de plastique, les perturbateurs endocriniens, mais ça, nos usines ne sont pas trop équipées pour traiter ça. Là. Mais on a fait un gros effort. C'est sûr qu'il y a eu un petit peu de corruption au travers, où on copiait la même usine de traitement puis qu'on chargeait toujours le prix comme si on venait de l'inventer. Là. Il y a même des fois, il y avait dans les municipalités, les ingénieurs allaient tellement vite qu'ils oubliaient de changer le nom de la municipalité d'un plan de genre de bassin d'aération. Nous, on poussait pour avoir des traitements par marécage, par marais, des longs. Ça prenait un peu plus, mais ça décantait l'eau. En même temps, il y avait une biodiversité, mais c'était pas assez payant, c'était pas assez cher. Donc, on a développé ça, mais il y a eu des choses qu'on a fait collectivement. Mais souvent, on a fait autant d'énergie que dans l'eau. Des fois, on a eu des sursauts comme société. Des sursauts intéressants. Bien, la nationalisation de l'électricité, et là, je vais à l'énergie, là, je vais aller d'un à l'autre. Bien, quand on a nationalisé, ça a été en 2 étapes dans les années 30, puis en 1962, une élection référendaire pour vraiment nationaliser l'électricité. On en a profité, il y a eu une crise de l'énergie, une des premières crises de l'énergie, puis on a remplacé le chauffage par le pétrole, le mazout, par du chauffage électrique. C'était pas parfait parce qu'il y a de la perte avec les radiateurs, mais dans les années 70, on était la société au monde, dans le monde occidental, la moins dépendante aux énergies fossiles qui avait fait le plus grand chemin. On s'est endormi là-dessus, maintenant on a continué, puis à un moment donné, on a tellement fait le barrage qu'on a découragé l'économie d'énergie, tout ça, mais il y a eu quand même des grandes avancées sur lesquelles on s'est assis, puis on a dû l'innovation, puis on a un peu dans les dernières années. Donc, il y a eu des éléments aussi, je pense qu'il faut souligner en énergie, des batailles encore là un peu défensives, là, qui ont donné des victoires. Les 30 centrales nucléaires, bien, il y en avait eu 2. Hein? Il y avait Gentil 1 qui a fonctionné 180 heures. Hein? Il y a des petits problèmes, les ingénieurs nucléaires. Puis là, ils ont voulu la fermer en panique parce qu'ils la contrôlaient plus pantoute. Puis Gentil 2, bien, ça a fonctionné, puis on voulait la rénover, hein, ça me fait penser à ton incinérateur, ça. Et là, donc, la rénover, puis à un moment donné, on s'est dit, hey, on est en grand surplus d'énergie, là. Alors, si on fermait ça, vous savez, on allait s'éclairer à la chandelle, selon le président de la FTQ à l'époque, là. Parce que les environnementalistes voulaient fermer ça, puis il n'y aurait plus aucune stabilité dans le réseau si on fermait cette centrale-là, qui garantissait la centrale. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre toaster depuis ce temps-là? Gentil 2, on l'a fermé, sortons le Québec du nucléaire, un débat sur l'uranium, on a obtenu un moratoire sur l'uranium parce que, honnêtement, c'est bête le nucléaire. Mais parce que ça donne des déchets, on en a encore 6500 tonnes minimales là, de hautement radioactifs sur le bord du Saint-Laurent parce qu'ils prennent du temps avant de déclasser. On va faire ça dans 25-30 ans. Là. Pour être sûr qu'on soit plus capable, on s'assure qu'on ait perdu même l'expertise dans le nucléaire, mais c'est des visions. Je ne veux pas être cynique, mais on a obtenu ça, puis c'est des gains importants, hein, parce que après Fukushima, puis au Québec, on se dit, regarde, l'uranium, le nucléaire, là, puis
même ailleurs, comme on dit, comment satisfaire les besoins d'aujourd'hui en envoyant pour 100 000 ans les problèmes aux générations futures. Ça, comme anti-développement durable, là, c'est quand même assez top. Mais il y a eu des batailles citoyennes au niveau énergétique, au niveau sur l'eau aussi, des choses vraiment importantes. Puis dans les batailles citoyennes qui ont aussi joué en énergie, mais qui ont sauvé l'eau, en partie, toujours défensive. Puis c'est le drame, puis je suis d'accord avec toi, Maud, là-dessus. Le gaz de schiste, tu sais, on a quand même maintenant, ils veulent revenir, mais il n'y a pas eu véritablement de moratoire légalement. Là. On arrête parce que le monde n'en veut pas, mais nos chums nous disent attention, avec 2-3 années de publicité intensive pour dire que le gaz, il y a une petite flamme qui danse. Bien, on va pouvoir revenir, on va appeler ça du gaz propre. Ça a marché aux États-Unis avec le clean coal, le charbon propre, tu sais, quand Trump dit clean coal avec sa drôle de bouche. Là. Bien, ici, ils vont essayer le clean gas. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, là, c'est pas trop encore, c'est un peu trop frais, là. Mais il demeure que c'était des gains citoyens importants. Mais combien d'énergie sur Rabaska? Combien d'énergie sur NRJS? Sur Kakuna? On a sauvé la pouponnière des belugas. Est-ce qu'on a sauvé les belugas? Non, pas encore. Mais il demeure que c'est beaucoup de travail. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller faire une prospective, penser autrement? Puis il demeure que on a un peu tendance à tous collectivement se dire hey, nous autres, on a de l'énergie renouvelable, c'est le fun. T'sais, on produit beaucoup trop d'énergie pour nos besoins. Puis là, on a eu des victoires, mais qui sont un peu à la Pyrrhus parfois. On a eu des défaites dans le domaine de l'énergie. Des défaites, à un moment donné, c'est beau, quelques grandes rivières sauvages qui servent à faire de l'électricité, mais quand tu prends à peu près tout, puis ça fait des modifications fondamentales au niveau énergétique, au niveau écosystémique. On ne sait pas souvent que les grandes rivières de la Côte-Nord, qui ont pour la plupart été harnachées, modifient directement la productivité animale dans l'estuaire du Saint-Laurent et dans le Golfe. C'est l'apport des crues printanières est complètement régulé. Donc, la production, il y a une colonne d'eau, hein, vous savez, et l'apport de cette eau douce massive au printemps, si elle n'est pas là, bien, la productivité biologique de l'estuaire et du Golfe est affectée directement. Et la pêche, notre capacité de survie, c'est des choses qu'on ne sait pas et qu'on pense que c'est beau parce que ça fait des beaux grands lacs. Hein, des réservoirs, c'est beau. Moi, je passe à côté d'un réservoir. Je trouve ça beau. Ça a l'air tellement naturel. Mais on a trouvé ça. Puis là, on génère tellement de surplus comme société, c'est un peu gênant. Donc oui, il faut changer. Je pense qu'on regardait aussi, tu me demandais de regarder un peu les prospectives. C'est sûr que notre empreinte écologique comme Québécois, là, il ne s'agit pas de se dire on est mauvais. Puis, moi, je suis un gars, je ne suis pas trop dans le judéo-chrétien, mais quand même, objectivement, là, notre consommation d'énergie est complètement folle. Notre consommation de production de déchets par habitant. On a des records mondiaux là, au niveau de consommation d'énergie, puis des records pas loin de mondiaux au niveau de production de déchets. C'est pas des records très, très sympathiques. Là, t'sais. Donc, comme société occidentale, est-ce qu'on va être capable de faire les transformations? Est-ce qu'on va être capable de faire les transformations de façon démocratique, où ça va aller, souvent comme dans l'histoire, aller au bout de notre bêtise, avoir un clash, parce que la crise écologique est tellement forte que la crise économique ne fait que masquer la véritable crise, qui est la crise écologique, qui, elle, se résoudra pas là, avec un peu de subvention gouvernementale pour sauver les entreprises privées, comme en 2009. Donc, qui est plus fondamentale, parce qu'on a un monde fini, puis une population qui croît constamment. Donc, comment on va faire ça? C'est le grand défi. Il y a un philosophe, ancien journaliste français, je pense que c'est Kempf, qui dit qu'il faut redéfinir c'est quoi le bonheur. Harvey Mead, dans son truc sur le progrès véritable, il propose le modèle du paysan chinois, avec son petit lopin de terre, quand même bien, hein? Il y a de l'électricité qu'il produit lui-même souvent avec ses légumes. Il peut écouter des nouvelles pareilles, puis avoir une télévision, mais il est un peu autosuffisant. Et il y a une certaine autosuffisance qu'on doit développer autant en énergie. Et, est-ce que c'est l'anti-modèle Mad Men? C'est le modèle des années 60, là, avec tout le monde de bungalow, 2-3 chars, puis le modèle sur lequel on est encore, et les Chinois imitent, alors qu'on devrait imiter les paysans chinois. Ils nous imitent avec les voitures. Donc, on a une problématique qui va clasher. Et ça va peut-être être simple, puis ce qu'on voit actuellement, qui est encore très minoritaire, moi j'ai étudié à un moment donné, c'est pas très à la mode, la dialectique, là, c'est pas la dialectique marxiste, mais hegelienne, avant, on disait,
il y a une thèse, une antithèse qui arrive avec une synthèse. On peut imaginer actuellement la thèse dominante, c'est encore brûler des ressources, créer des emplois selon aucun besoin, mais au Québec, quand même, on a utilisé la production d'énergie pour générer des emplois locaux pour se faire élire. Mais là, on se retrouve avec un surplus d'énergie qui fait qu'on coûte 8 à 10 cents du kilowattheure, puis on le vend en bas de 4 cents aux États-Unis. On ne calcule même pas les coûts. Toutes les nouvelles centrales, on a les vieilles qui produisent moins cher. Mais à un moment donné, il y a un problème, là. Il y a un problème à faire ça là, comme société, là, de générer de cette énergie-là. Dans les belles victoires qu'on a eues au Québec, à un moment donné, à part de mouvements citoyens, il y a eu un débat public sur l'énergie. Alban d'Amour, dans les années 90, il y a eu une grande réflexion citoyenne. Puis il a dit, ben, c'est l'économie d'énergie. Et après, des renouvelables. Mais il faut économiser l'énergie. Puis on a les moyens de le faire. Ça donne de la rénovation de maisons dans toutes les régions du Québec. Ça permet de l'emploi local. Et à la limite, s'il y a des surplus générés pour ça, on pourra en exporter pour remplacer le nucléaire en Ontario, par exemple. On pourra avoir des effets comme ça. Donc, c'est souhaitable d'aller dans ce sens-là. C'est nécessaire d'aller dans ce sens-là. Mais dès qu'on a un sursaut démocratique, un élan, que ce soit à un moment donné dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, avec Pronovo dans le domaine de l'agriculture, une réflexion vraiment, là, il proposait de financer des intendants des milieux naturels. L'agriculteur, plutôt que d'être subventionné pour scraper le fleuve et les cours d'eau, ben, il est subventionné pour prendre soin de son boisé d'arrière-cour, de faire de l'agroforesterie, de produire en bio, de produire... Vous savez, juste transformer l'argent qui est dépensé négativement vers des bonnes pratiques, tu ne dépenses pas plus. C'est prouvé, Roméo. Tu peux ne pas dépenser une scène de plus, mais tu vas générer plus d'emplois localement qu'une production de cochon avec souvent un demi-emploi, là, la production de cochon de 3000 têtes. Là. Donc, tu produis plus. Les solutions sont là, mais les blocages, les retours en arrière, le clientélisme auprès de ceux qui financent des fois une classe politique. Donc, on disait la différence entre Duplessis, croyait à la religion et aux entreprises privées de l'extérieur parce qu'il ne faisait pas confiance. On ne se faisait pas confiance. Jean Lesage, après, au niveau de l'énergie, René Lévesque, se donner confiance. On est capable de faire autrement. Est-ce qu'on va être obligé de passer, peut-être qu'il y a un passage incontournable, j'espère que Harvey Mead se trompe. Il dit « la catastrophe est inévitable ». J'espère qu'il se trompe. Moi, j'essaie de garder mes illusions, travailler dans l'action, dans le changement avec des groupes, mais j'espère bien que les trucs encore marginaux, l'agriculture bio, les pratiques zéro déchet, les ateliers de réparation, c'est un modèle qui va servir après un certain effondrement d'un système qui ne peut pas se maintenir. Est-ce qu'on va faire en sorte que cet effondrement fasse le moins de victimes possible? Ça va être difficile. Je m'excuse, je me sens comme Harvey Mead, là, on sort de là et on va se flinguer chez nous. Harvey, je t'aime, mais ça fait ça souvent. Mais je pense que quand on le fait à travers des batailles citoyennes, quand on essaie de transformer nos demandes en des demandes récupérables par une classe politique ou un parti politique, quand on est clair dans nos communications, je regarde la prospective, là, bien, quand on est clair dans notre communication, on peut aller plus loin. On peut faire des sauts. Puis j'espère qu'on ne le regrette pas. C'est-à-dire qu'on fait un mouvement, mais on va au bout du mouvement qu'on fait. Au Québec, débat public sur l'énergie, loi 116, planification intégrée des ressources. Avant de permettre un barrage, est-ce qu'il y a d'autres façons de donner de l'énergie? Est-ce que l'efficacité? Comment on peut? Puis on regarde l'ensemble des sources, puis on dit, c'est quoi le besoin en énergie? En as-tu un? Puis on y répond comment? Et ça, on avait gagné ça. Puis à un moment donné, la planification intégrée des ressources enlève du pouvoir à quelques-uns de décider ce qui est bon et pas bon pour le bon public. Là. Donc ça a été enlevé. Et ça, on ne peut plus permettre les reculs. À Limoges, il y a des avocats qui ont inventé le principe de non-régression. De faire accepter qu'une fois qu'une loi avance en écologie, personne ne peut reculer. On peut faire, mais on ne peut pas défaire. La ceinture verte à Toronto. Donc, ils ont consulté pendant 5 ans, ils ont protégé des milieux naturels, puis après ça, ils ont fait la loi.
Puis la ceinture verte, elle ne peut que grandir. Ils n'ont plus le droit de la reculer. Et donc, c'est intéressant. C'est sûr qu'il y a une limitation démocratique, mais à un moment donné, on ne peut pas toujours avancer d'un pas puis de reculer de deux. Puis au Québec, dans le domaine de l'eau et de l'énergie, malheureusement, on le fait beaucoup. On fait des grandes victoires, mais qui nous épuisent. Rabaska, quel projet bête! De prendre de l'énergie de l'Union soviétique qui n'est pas négociée, pour l'envoyer, pour l'envoyer aux États-Unis qui n'en veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas dépendre de la Russie pour leur énergie, hein, c'est de la géopolitique de base. Ben, nous autres, pendant quasiment 3-4 ans, on se déchire, on exproprie du monde, puis on fait des débats aussi cons qu'inutiles entre ceux qui sont pour l'économie et ceux qui sont pour l'environnement, puis dans le fond, ils ne veulent pas qu'on ait des emplois. Mais on en a-tu des projets comme ça? Il y en a-tu, Énergie-S? Hein? Il y en a-tu des trucs? Après ça, tout le monde dit hey, « vous aviez raison. Hein? » Mais c'est vrai que tant d'énergie pourrait servir à construire de si belles choses. Mais on gagne pareil. Quand on fait ça, moi je me dis, c'est pas inutile. Il n'y a plus de TransCanada qui peut venir ici. Là. Il y a plus, on avance quand même. Le nucléaire sur Fukushima, comme société, on apprend de ça. Mais quand même, hein, on pourrait quand même prendre des petits raccourcis et aller plus vite. Ce que je nous souhaite ensemble, puis la solution à l'anti-dépression, c'est quand même, comme on disait à l'époque à Nature Québec, agir localement, penser globalement. Jamais oublier, puis d'autres l'ont dit bien avant nous, mais nous, on avait fait notre motto. Donc, agir localement, penser globalement. Agir localement simplement sans en tirer des grandes politiques publiques ou des propositions récupérables par une majorité, mais on se condamne à la marginalité, puis c'est pas nécessairement sain. Ce qu'on veut, moi j'ai la prétention qu'on peut développer ensemble de nouveaux modèles pour tous, puis ce qui va être marginal, ça va être les riches qui gaspillent, puis qui vont être mis au banc et surtaxés. J'aimerais que cette nouvelle marginalité très marginale arrive. Merci. Déjà, on s'est précipité pour intervenir. Vous serez le premier. Ça vous convient? Fantastique. Je vais me permettre quand même quelques petits mots après ces belles paroles, Christian. Belles paroles. Moi aussi, je m'étais notée, puis je pense que c'est une des victoires un peu douce amère. Nous avions raison. Nous, on savait qu'on avait raison. Il y a 40 ans, moi, non, mais... Tes parents savaient qu'ils avaient raison. Ouais, sûrement. Mais nous étions nombreux, puis les gens qui avaient raison à ce moment-là, c'était assez hostile d'avoir raison sur certains sujets à ce moment-là. Là, c'est devenu moins impopulaire. C'est devenu, en fait, quasiment ratoureux à quel point on a eu raison. On a tellement eu raison qu'on nous présente des campagnes avec des flammes bleues qui dansent, qu'on instrumentalise à quel point on a eu raison pour utiliser ça contre nous autres. Ça, c'est choquant. Je voulais le souligner parce que ça rappelle, pour moi, l'importance d'une organisation comme les Amis de la Terre de Québec, comme les événements de ce soir, de prendre ces pas-là de recul critique, de cultiver une écologie politique critique pour s'assurer que nous avancions effectivement, qu'on reconnaisse comment on a avancé. Des fois, on visait une victoire, on a obtenu quelque chose, mais on a gagné autre chose auquel on ne s'attendait pas en cours de route. Puis si on prend le temps d'y penser, de célébrer ça, on pourra être fort de ces nouvelles forces-là pour les prochaines batailles. Des fois, on a gagné des relations les uns avec les autres. On se connaît, le monde qui sont willing de faire des affaires que le monde ne sont pas toujours willing de faire. On se connaît, le monde qui vont aller soit bloquer des bureaux ou se faire circuler des pétitions ou poser des posters ou organiser des affiches. Des fois, c'est ça le gain. Mais ce que je voulais vous amener, c'est que dans tout ce qui s'est dit là aujourd'hui, je pense qu'il y a des espèces d'éléments de boussole qu'on peut dégager, des leçons pour aller vers l'avant. La prospective, c'est plein d'inconnus. Mais on n'a quand même pas les mains vides, fort de au moins 40 ans de lutte. On a des éléments qu'on a tirés, des réflexions, ou ne serait-ce que d'excellentes questions. Sur ce, je vous passerai la parole en remerciant peut-être encore une autre fois
les panélistes qui nous ont offert de belles interventions, des enflammées, des réflexions, Et je vais passer la parole à Estelle qui va nous expliquer les modalités, parce que nous sommes nombreuses ici. Et nous pourrions tous et toutes nous emballer. Alors Estelle va nous expliquer comment on va faire ça très très bien.